Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 septembre. On a passé hier une journée d'importance avec la Banque du Japon et la Fed. La Banque du Japon a tenté de modifier un petit peu son programme et de soutenir. Comme attendu, la Fed n'a pas monté ses taux, elle a botté en touche et elle nous a expliqué qu'elle allait potentiellement le faire dans un avenir proche. Comme attendu, les indices restent donc pour l'instant bien orientés. Le dollar recule depuis 24 heures étant donné que les taux n'ont pas été montés. Néanmoins, deux petits bémols. Alors que depuis vendredi dernier, j'anticipais un possible scénario de retournement des indices européens qui testaient des supports le jour de la séance des 4 sorcières, donc vendredi dernier pour rappel. Alors qu'on anticipait cela, on a suivi derrière la hausse lundi, on a vu qu'on réintégrait des ranges sur le CAC et le DAX, on a vu mardi que des signaux étaient validés, on a vu que mercredi la hausse a perduré, on a vu hier soir pendant le live Fed qu'on était sur des supports, notamment sur le CAC à 4400, 4410, et que si on cassait les 4430, on pouvait retrouver les plus hauts à 4450, voire tenter de les dépasser. Pourquoi est-ce que j'utilise ce matin ce titre « La prudence est de mise » ? Eh bien parce que je ne suis pas le genre d'analyste à baigner dans l'euphorie. Alors que les indices consolidaient depuis début septembre, on a vu ensemble que les supports pouvaient être testés et que le marché pouvait se retourner. C'est la 4e séance consécutive de hausse sur le CAC et le DAX. Les indices sont un peu surachetés en données horaires et donc je deviens plus prudent. Est-ce que plus prudent veut dire que j'attends un retournement baissier fort ? Non. Est-ce que prudent veut dire que potentiellement je m'attends à une consolidation des cours, à une latéralisation, à de possibles prises de bénéfices ? Effectivement. Et que veut dire plus prudent quand on est à l'achat ? Est-ce que ça veut dire forcément couper ses achats ? Pas forcément, mais ça veut dire potentiellement moduler son exposition, remonter ses stops, bref, chacun sa technique, mais vous pouvez donc utiliser votre money management après 4 séances consécutives de hausse afin d'éventuellement vous prémunir contre une consolidation, une latéralisation ou un retournement. Voilà, j'espère que certains d'entre vous auront profité peut-être de la hausse de l'or qui était sur support, de l'euro-dollar dont on avait dit qu'un contre-pied haussier était possible. J'espère que certains d'entre vous aussi profitent de la hausse des indices depuis 3-4 séances puisque en l'absence de mauvaises nouvelles, eh bien bonnes nouvelles, les indices européens sont montés. Comme je l'écrivais ce matin sur Twitter, les marchés sont un peu dans des yo-yo en ce moment. Le MSCI, donc l'indice Asie-Pacifique, a enchaîné 6 séances consécutives de baisse. Et là, aujourd'hui, il enchaîne sa 6e séance consécutive de hausse. Donc en gros, on a baissé, on est remonté, on revient à l'équilibre, on est début septembre, c'est la rentrée, les banquiers centraux sont passés, on attend maintenant des catalyseurs fondamentaux. On va approcher en plus des élections américaines, on parle de plus en plus du Brexit, bref, des attentes, des dossiers qui vont potentiellement peut-être impliquer un peu de stress, un peu d'indécision et donc peut-être un peu de stabilisation sur les indices. Voilà, bienvenue à tous, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, le CAC 40 a atteint sa résistance à 4450 points ce matin. Alors qu'est-ce que sont les 4450 ? Eh bien c'est tout simplement 50% du range entre à peu près 4300 et 4570. On est un petit peu au milieu d'un range que travaillent les cours depuis plusieurs semaines. C'est un peu la même chose sur le DAX. Les indices européens enchaînent 4 séances consécutives de hausse et sont en données horaires un petit peu surachetés. Le VIX retrouve ses plus bas de septembre à 15,7 points et pourrait éventuellement y réagir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce titre « La prudence est de mise » car on pourrait peut-être voir une stabilisation des cours.
L'argent demande à confirmer son retournement. Ça fait plusieurs séances que l'argent était recherché, les opérateurs anticipant très certainement une non-hausse de taux aux États-Unis. L'argent a repris du poil de la bête, mais il évolue dans un triangle et il faudra qu'il casse son seuil psychologique des 20 $ et les récents plus hauts à 20 $ pour pouvoir accélérer et valider un retournement de tendance à la hausse. Si tel n'était pas le cas, les vendeurs pourraient reprendre la main, ce qui n'est absolument pas inconcevable puisque le dollar américain reste à moyen terme dans une tendance haussière puisque les États-Unis sont susceptibles de monter les taux en décembre. Et puis la paire USD-Yen s'accroche tant bien que mal au seuil psychologique des 100 surveillé par la Banque du Japon. La Banque du Japon qui a modifié son programme de QE et qui aurait espéré que le yen baisserait. Malheureusement, il s'est renforcé hier. Si l'USD-Yen passe sous les 100 $, eh bien cela va engendrer un poids certain sur les cours du Nikkei, du Topix, des actions des exportateurs japonais. Donc si on passe sous les 100 yens, la Banque du Japon pourrait à tout moment tenter d'intervenir, de faire quelque chose. En tous les cas, c'est un seuil d'importance. Côté actualité macroéconomique, hier soir, le FOMC considère que les risques à court terme pour la conjoncture économique apparaissent dans l'ensemble équilibrés. Donc le FOMC n'a plus peur du Brexit, n'a plus peur de la Chine et considère que la situation est plutôt positive. Ainsi, les Fed Funds, qui indiquent la probabilité de hausse de taux à venir, sont passés de 50 à 64%. Donc on a bel et bien une probabilité de hausse de taux qui se renforce pour décembre, et même si à court terme, pendant 24 heures, on assiste à des prises de bénéfices sur le dollar américain, à tout moment, dans les séances à venir, si les membres les plus haussiers sur le dollar et les taux aux États-Unis sortent du bois et nous disent qu'ils pourraient même les monter une voire deux fois d'ici la fin de l'année, ça pourrait de nouveau soutenir le dollar. Le FOMC considère que les arguments en faveur d'une hausse de taux s'étaient renforcés a priori pour décembre. Donc voilà, on a l'image globale, la big picture US. On ne monte pas les taux, mais on va sûrement le faire. Bref, le discours n'a absolument pas changé, et ce, depuis 1 an et demi. La croissance de l'économie mondiale tombera en 2016 et 2017 à ses plus bas niveaux depuis la crise financière, d'après l'OCDE. L'OCDE qui continue de voir une croissance mondiale correcte autour de 3% pour 2017. Par contre, je vous invite à regarder les révisions de prévisions de croissance ces dernières années. À chaque fois en début d'année, les instances telles que le FMI ou l'OCDE prévoient des croissances plutôt bonnes, et tout au long de l'année, chaque trimestre, ces instances revoient à la baisse leurs prévisions. Donc ne soyons pas non plus trop optimistes. Selon le Premier ministre irlandais, Enda Kenny, Londres devra lancer les négociations sur le Brexit fin janvier, début février. Cela tombe bien, ce soir on fait un webinaire post-Brexit. Je vous invite donc à nous retrouver à 18h pour faire le point sur ce dossier. Vous pouvez aller dans la rubrique formation du site de CMC Markets pour vous inscrire. Le gouvernement allemand table sur une contraction de la croissance du pays sur la deuxième partie de l'année en raison d'une plus faible demande extérieure. Donc attention, l'Allemagne, c'est la locomotive de l'Europe. Si l'Allemagne voit une contraction de sa croissance, eh bien, ça pourrait de nouveau peser sur le DAX et sur l'Europe en général. Côté entreprise, Volkswagen se voit réclamer 8,2 milliards par des actionnaires dans le scandale des émissions polluantes. Adobe Systems aux États-Unis annonce 20% de hausse de son chiffre d'affaires, une hausse supérieure aux attentes. Le titre était soutenu hier. EDF abaisse ses prévisions pour 2016 et chute de 3%, notamment parce que EDF voit également sa note de crédit long terme abaisser de A à A- par Standard & Poor's. Et puis Nicox, la biotech, a accusé au premier semestre 2016 une perte de 12,3 millions, soit une perte supérieure à un an plus tôt, alors que sa dette était alors de 10,1 millions. Le titre est délaissé ces dernières semaines puisqu'il manque d'actualité et il est sous pression ce jour suite à l'augmentation de cette dette. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve 39 titres du CAC 40 en hausse. Le seul titre en baisse, c'est Crédit Agricole qui est plus ou moins à l'équilibre. On est donc toujours dans un marché d'appétit pour le risque, soutenu par les matières premières. On voit que ArcelorMittal, donc le secteur des matériaux de base, est en tête. On retrouve aussi Total qui profite de la hausse du pétrole. Donc voilà, les matières premières, le pétrole tire à la hausse alors que hier c'était plutôt les financières. Néanmoins, je vous le redis, après 4 séances consécutives de hausse et alors qu'on va arriver sur des zones de résistance, je me dois d'être un peu plus prudent.
Côté statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis en baisse de 6,2 millions hier, contre des attentes à plus 3,2 millions de barils. Donc le WTI et le Brent en ont profité pour s'apprécier. Les taux sont restés inchangés à 0,5% aux USA et 2% en Nouvelle-Zélande. Ce jour, en statistiques d'importance, on a les demandes d'allocation chômage aux États-Unis à 14h30, les ventes de logements existants à 16h, on a aussi la confiance des consommateurs en zone euro à 16h. À 16h30, on aura les stocks de gaz naturel, alors que le gaz naturel fait face à une résistance pluriannuelle à 3,10. Et puis à noter aussi cette nuit, à 2h30 du matin, le PMI au Japon, demain matin à 9h, le PMI français. Et si vous regardez votre calendrier, vous verrez que demain, c'est la journée des PMI avec des PMI japonais, européens et américains toute la journée. Côté figure graphique, désolé si je me répète, on est jeudi, c'est la 4e séance consécutive où je vous montre cette configuration. C'est un biseau descendant qui avait été détecté lundi par la plateforme de CMC Market. On avait vu qu'il y avait plus de 75% de chances que l'on sorte par le haut de cette figure puisque c'est les probabilités de cette figure chartiste. On a validé la sortie lundi. Mardi, on a validé les 10 400, on a accéléré à la hausse. Je vous ai dit qu'on pourrait très bien connaître un petit repli qui a pris forme mardi après-midi et mercredi matin. Puis mercredi, on s'est envolé de nouveau. Je vous ai invité à un peu de prudence étant donné qu'on avait le FOMC le soir. Le soir, on est revenu sur les supports et puis pendant l'émission d'hier soir, je vous ai spécifié que la tendance était toujours haussière et qu'on était sur des supports sur le CAC, le SP et le DAX. La hausse a repris par la suite et nous voilà actuellement à 10 560-70. Donc oui, on est sorti d'un biseau descendant par le haut, c'est haussier, on est en train de casser une zone de prix. Si on la valide, on pourrait aller chercher l'objectif théorique haussier numéro 2 à 10 800 points. La seule question que je me pose, c'est: ne va-t-on pas tout simplement, à l'approche des 10 600 points, connaître de nouveau une consolidation pour revenir vers les supports avant d'éventuellement repartir à la hausse vers l'objectif théorique numéro 2 ? C'est la raison du titre du jour et je pense que vous aurez compris pourquoi. Voici donc le DAX, le fameux DAX. Donc on est à la 4e séance consécutive de hausse, on est bien monté, on est sur 50% de retracement du range. Et voilà, je me demande si le DAX ce soir ne va pas tout simplement se poser sur les 10 550 points attentistes avec des prises de bénéfices. On arrive en fin de semaine. Ça fait 4 séances consécutives qu'on monte. En données horaires, on est suracheté. Faut pas aller trop vite en besogne. Faut pas céder à l'euphorie. Donc voilà, je suis plus prudent parce que autant on avait des prémices haussières en début de semaine et puis par la suite des signaux multiples validés à la hausse, autant après 4 séances de hausse, alors que le SP500 travaille le milieu de son range, alors que le 440 travaille également le milieu de son range, la zone des 4450-60 et les plus hauts d'hier, alors que le SP500 a repris les 2150 points, ce qui est une bonne chose, les 2158 points, mais va faire face à la zone des 2168-170 points, soit les plus bas du mois d'août, potentiellement rapidement. Et alors que la volatilité est encore en baisse, mais qu'elle arrive sur un support potentiel, c'est plus bas du mois de septembre, et bien voilà, je suis prudent. L'analyse technique dit que la tendance de fond est haussière, mais l'analyse technique de court terme dit que la volatilité arrive sur support, que les indices sont surachetés en données horaires et que l'on peut très bien consolider. En tous les cas, la probabilité d'une consolidation est désormais beaucoup plus forte après 4 séances consécutives de hausse que ces derniers jours. Donc voilà pour mon avis et l'analyse sur les indices. Concernant les actions françaises, dans les baisses, on retrouve Nicox qui a publié donc une perte en hausse. On retrouve EDF qui a revu à la baisse ses prévisions et dont la note de crédit a été abaissée. Par contre, il est intéressant de voir que EDF réagit sur une ancienne oblique baissière qui avait été cassée, donc à surveiller. Dans les baisses, on a Alten qui avait publié des bons résultats hier, mais ça a engendré des prises de bénéfices. Après un beau parcours depuis le début de l'année, les opérateurs ont pris des bénéfices puisque le titre était en hausse de 30% depuis le début de l'année.
On retrouve Sanofi qui consolide et qui revient sur ses plus bas des derniers mois, potentiellement une zone de support, mais il faut dire qu'en ce moment, les pharmaceutiques ne sont pas très recherchés. Dans les hausses, on retrouve CGG, tout comme Vallourec, donc les valeurs pétrolières. Vallourec qui a bien réagi par 2 fois cette semaine sur son support des 3,78, 3,80. On retrouve AK Technologies qui fait un nouveau plus haut annuel suite à la publication de ses résultats hier soir. On retrouve Eramet dans le secteur des matériaux de base. Dans le secteur des matériaux de base, vous avez vu dans le 440, il y a ArcelorMittal qui est la plus forte hausse. Néanmoins, Eramet, vous voyez bien qu'on est dans un triangle et qu'on est sous résistance. Donc si les indices venaient à consolider, Eramet pourrait aussi potentiellement consolider sous cette résistance, quitte à la passer plus tard. Là n'est pas la question, mais pas forcément dans la foulée tout de suite. On retrouve aussi donc Plastic Omnium qui a été plutôt bien recherché cette semaine, tout comme de nombreuses valeurs du secteur automobile. On retrouve Zodiac qui est recherché depuis la publication de ses résultats, c'était jeudi dernier. On retrouve Forestia, donc dans le secteur automobile. On retrouve Eurofins Scientifique qui a publié ses résultats hier et qui fait état d'une croissance organique et d'une croissance extérieure. On retrouve DBV qui est dans un beau mouvement haussier ces dernières séances. Contrairement aux pharmaceutiques, il y a des biopharmaceutiques qui ont su se reprendre. Et puis enfin, Parrot. Parrot, je vous avais montré un support éventuel à 14 €. On l'a cassé avant-hier. Et puis hier, je vous ai dit qu'on était vraiment à 13,50 sur le dernier appel. Dernier appel avant qu'on retrouve les plus bas annuels. On a réagi sur ce seuil des 13,50. On tente de reprendre 2% aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus un retournement extrêmement puissant. Il faudra voir ce qui se passe dans les séances à venir. Côté matières premières, j'ai, on va dire, 3 ou 4 groupes d'actifs dont je peux vous parler. Le premier groupe à lui tout seul, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel, il est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. C'est une des matières premières les plus haussières depuis le début de l'année. Il a cassé une résistance que je vous avais montrée ici à 2,95 et il a atteint son objectif théorique à 3,10. Cet après-midi à 16h30, il y a les stocks. On est sous une résistance majeure, 3,10. C'est une zone qui a été travaillée en 2012, 2013, 2014, début 2015. Donc si on casse les 3,10, il peut y avoir une nouvelle accélération vers les 3,30. Si au contraire les stocks déçoivent, eh bien on aura peut-être enfin des prises de bénéfices après une hausse discontinue de 15% ces 2-3 dernières semaines. Le deuxième groupe dont je peux vous parler, c'est les métaux précieux, l'argent et l'or. Donc l'argent et l'or ont fait des belles réactions ces dernières séances, les opérateurs anticipant une non-hausse de taux et ils ont eu raison. C'est ce qui a fait baisser un petit peu le dollar américain. Néanmoins, pour que la tendance réellement reprenne à la hausse et qu'à court terme on passe d'une tendance neutre à une tendance haussière sur l'or, il faudra absolument dépasser les 1345-1350, donc les plus hauts de début septembre. En attendant, je préfère rester neutre et factuel. C'est la même chose sur les cours de l'argent. On est dans une sorte de triangle et il faut casser les plus hauts de début septembre et les 20 $ seuil psychologique pour pouvoir accélérer. A contrario, on resterait dans des triangles ou dans des ranges de court terme, donc la hausse n'est pas acquise. Ensuite, groupe suivant, c'est les graminées. Et les graminées, c'est le blé, le maïs et l'avoine. Donc le blé, il est pile poil sous résistance à 390, 392. Il a envie de passer, mais il ne passe pas pour l'instant. S'il passe, il ira plus haut. Si ça passe pas, on reste neutre. Même chose pour l'avoine, tentative de sortir d'un triangle par le haut. On a clôturé sur la borne haute hier, on gape à la hausse ce jour. On a envie d'y aller, mais il faudra confirmer par une clôture en dehors de ce triangle pour pouvoir accélérer. Et le maïs, c'est la même chose. Il tente de dépasser son oblique qui passe par les plus hauts des dernières séances, mais il fait face à un niveau horizontal ici à 330 cents par boisseau. Et il faudra casser cette zone de prix pour pouvoir connaître une accélération. A contrario, on restera neutre. J'en ai parlé sur BFM en début de semaine. Je surveille ces 3 configurations. J'attends désormais d'éventuelles validations haussières. A contrario, je reste neutre. Et puis dernier groupe, dernière matière première dont on peut parler, c'est le pétrole. Le pétrole, il est soutenu.
Il est soutenu par les spéculations sur un gel de la production des pays producteurs mardi. Il est soutenu mercredi par les stocks inférieurs aux attentes. Il est soutenu ce jour par l'appétit pour le risque. Attention néanmoins, si les indices consolident, eh bien, le pétrole pourrait faire de même après avoir gagné 3 $ en l'espace de 48 heures. En tous les cas, pour l'instant, à moyen terme, la tendance haussière reste bel et bien en place suite au beau double bottom auquel nous avons assisté cette semaine sur les 42,5 $. Et puis la matière première la plus haussière de toutes depuis un an, c'est le sucre. Et le sucre, il continue, plus 2% ce jour. Les acheteurs de sucre, que ce soit sur une semaine, 3 mois, 6 mois ou un an, ont sacrément le sourire. Et puis on va finir, comme tous les matins, par les devises. Donc sur les devises, je le dis, je le répète, le dollar a baissé à court terme et c'est légitime. Il a échoué sous résistance hier, il a commencé à baisser en séance hier avec la baisse de l'USD-Yen qui était assez forte. En fin de séance, il a baissé puisque la Fed n'a pas monté ses taux. Il baisse encore ce jour puisque les opérateurs prennent note du fait que les taux ne sont pas montés à court terme, mais qu'ils le seront peut-être plus tard. Vous voyez que j'ai mis un rond ici sur les plus bas de fin août et de début septembre, parce qu'en fait, à chaque fois que les chiffres US sont mauvais, à chaque fois que les probabilités de hausse de taux baissent, à chaque fois que des membres de la Fed nous disent « on ne va pas monter les taux tout de suite », eh bien on voit le dollar qui fait quoi? Qui baisse avant de remonter, qui baisse avant d'éventuellement remonter. C'est à chaque fois le même cycle et la même façon de faire. Donc oui, on a eu des chiffres en demi-teinte. Oui, la Fed a abaissé ses prévisions pour la fin de l'année sur l'inflation, sur la probabilité de hausse de taux, sur le nombre de hausses de taux potentielles. C'est bien normal puisqu'il reste surtout le rendez-vous de décembre. Oui, la Fed n'a pas monté ses taux, donc le dollar est sous pression. Mais n'oubliez pas, la Fed continue de vouloir monter ses taux à l'avenir et la Fed continue de plaider pour décembre et les Fed Funds plaident également pour décembre et cette probabilité a augmenté. Donc à court terme, le dollar baisse et fasse monter l'euro-dollar, la UD-USD, etc. On en avait parlé, c'était possible, c'était envisageable et c'est ce qui s'est passé. Ok. Mais on est passé de support, pas encore à des résistances, mais si on devait arriver sur ces résistances et que le dollar devait à son tour arriver sur support, attention, il n'est pas certain que le dollar aille bien bas, puisque ça devrait continuer de plaider, enfin, les Fed Funds continuent de plaider pour une hausse de taux. Donc, concernant l'AUD-USD, on est toujours dans un triangle de moyen terme. On avait vu que l'AUD-USD avait bien réagi sur la borne basse de son triangle. Et puisque le dollar est sous pression, eh bien l'AUD est en train de remonter vers la borne haute de son triangle. Donc c'est ce que je vous explique. Si l'AUD remonte ici vers les 0,77, 0,7730 et que le dollar arrive de nouveau sur support, faudra être factuel et attentiste. Moi, si l'AUD dépasse effectivement cette zone de prix et accélère à la hausse, je veux bien rester haussier dessus, parler d'un breakout et envisager plus de hausse. Mais j'attends de voir cela. Parce que à court terme, je comprends que le dollar soit sous pression, mais à moyen terme, le dollar est toujours susceptible de remonter un peu. Donc, c'est un peu comme sur les indices. On enchaîne ici une 4e séance de hausse. La tendance est haussière à court terme, mais il faudra être attentiste et prudent à l'approche des résistances. Sur l'euro-dollar, je vous avais montré donc hier qu'on avait fait une mèche basse sous les 1,1150 et que si les taux n'étaient pas montés, que le dollar était un peu sous pression, on pouvait avoir un contre-pied violent vers les 1,1230, voire les 1,13. Donc les 1,1230, ils ont été dépassés ce matin, on a fait 1,1250. Et si on devait continuer de voir des petites pressions sur le dollar, on pourrait aller chercher la zone des 1,13. Mais de nouveau, si on arrive à 1,13, on arrive sous la borne haute du triangle et le dollar arriverait alors sur support. Je deviendrai alors de nouveau très prudent et attentiste, car il n'est pas dit qu'on sorte par le haut de cette consolidation. C'est pas parce qu'on a un piège en bas et qu'on réintègre une figure qu'on va en sortir par le haut. On a tenu la borne basse, donc on peut revenir vers la borne haute. Ensuite, on redevient tout à fait neutre et factuel et on attend un signal clair. Sur la livre, j'ai noté ce petit support sympathique, sachant que la livre en plus en données mensuelles, elle est sur des supports. Je vais vous trouver ça rapidement, je l'ai posté ce matin sur Twitter.
Voilà, ça c'est la livre sur les 25 dernières années. Et vous pouvez voir qu'en données mensuelles, on peut tracer une oblique qui passe par tous les plus bas. Je vous l'avais déjà montré le mois dernier. J'en avais beaucoup parlé au mois de juillet, au mois d'août, alors que tout le monde était baissier sur la livre. J'expliquais qu'elle était sur un support plurimensuel, voire pluriannuel. Et c'est pas ce genre de support qu'on casse si facilement. Donc à court terme, la livre profite de la baisse du dollar, elle rebondit un petit peu comme les paires en dollars. Après, à moyen terme, elle est dans un range, donc on attendra la sortie du range. Quant au NZD, le NZD reste une paire haussière dans une tendance de fond haussière. On remarquera néanmoins que la hausse du NZD est relativement faible par rapport aux autres paires. Il ne faut pas oublier non plus que le NZD est relativement haut. Après sa forte hausse depuis le début de l'année, il a gagné 1000 pips pratiquement. Il a gagné 1000 pips et sa banque centrale pourrait désormais être un peu plus neutre, ce qui pourrait peser un peu sur les cours. Donc voilà, on a des indices qui grimpent depuis 4 séances. C'était un beau mouvement. Maintenant, permettez-moi d'être un peu plus prudent. Autant sur les supports, il fallait être factuel et potentiellement haussier, autant après 4 séances de hausse, je me dois de vous dire que je fais attention. Sur les actions, on a toujours donc le secteur des matériaux de base qui est recherché, le secteur automobile qui est recherché, les bancaires qui tiennent bien, donc c'est quand même une bonne chose pour la suite. Et dans les baisses, vous voyez que c'est soit des prises de bénéfices, soit des dossiers qui sont délaissés à cause de mauvais résultats. Dans les matières premières, donc je vous le rappelle, on a le gaz sous résistance avant les stocks cet après-midi. On a l'or et l'argent qui vont approcher de résistance et il faudra être factuel à l'approche de ces dernières. On a les graminées, le maïs, le blé et l'avoine qui pourraient donner des signaux, mais il faut attendre leur éventuelle validation. Et puis on a le pétrole qui monte depuis 3 séances, qui est bien soutenu, mais sur lequel, à l'approche de la fin de la semaine, tout comme sur les indices, il faudra ne pas non plus être trop euphorique. Je vais répondre à vos dernières questions, celles auxquelles je n'ai pas encore répondu. Emmanuel me dit « Bonjour Nicolas, Jeannette Yelled n'est pas obligée d'attendre la réunion du FOMC de décembre pour relever les taux. Elle pourrait le faire à n'importe quel moment. Si tel était le cas, ce ne serait pas contradictoire avec leur pacte de stabilité des marchés. » Bien évidemment, Emmanuel, vous avez tout à fait raison. La Fed ne veut pas choquer les marchés, elle veut avoir une stabilité, elle veut rassurer les opérateurs. Donc même si la Fed pouvait monter ses taux en dehors d'une réunion de la Fed, je ne vois pas pourquoi vous en avez peur. Il n'y a aucune raison qu'elle le fasse, déontologiquement et puis pour ne pas choquer les marchés. Donc je n'ai absolument pas peur que la Fed monte les taux comme ça du jour au lendemain. Ce serait très 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 étonnant. Christophe me dit sur les paires AUD GBP, Euro GBP, peut-on voir une ETE en journalier? Selon vous, cette figure est-elle en cours de formation et est-elle valide? Quelles sont les conditions pour la validation de cette figure? Alors Christophe, c'est une très bonne question et vous posez la question comme il se doit puisque vous dites vous-même quelle est la validation à attendre pour valider une telle figure. Alors, voici le GBP AUD. Vous voyez quoi? Vous voyez une tendance baissière de moyen terme. Vous voyez qu'on a cassé une oblique ici en septembre et qu'on est en train de revenir poser dessus. Donc ça, je trouve ça intéressant. Effectivement, on arrive à l'approche d'un support éventuel. En plus de ça, vous voyez que les plus bas testés actuellement sont les plus bas de juillet et qu'effectivement, on a une formation éventuelle en épaule tête-épaule. Or, une épaule tête-épaule doit-elle être envisagée à la création de la deuxième épaule ou autrement? Eh bien, la réponse est autrement. Une épaule tête-épaule ne doit être envisagée et ne peut être validée qu'à la cassure de sa ligne de coup. Donc pour l'instant, on est vraiment dans l'anticipation maximum. Oui, on est sur un support, oui, on baisse depuis 6 séances, oui, on est sur une oblique qui passait par tous les plus hauts. Donc oui, on est sur un point clé qui peut intéresser ceux qui en voudraient anticiper ce scénario. Après, pour ceux qui veulent faire de l'analyse technique et qui veulent entrevoir cette ETE, imaginons que les cours rebondissent sur ce seuil, il faudrait que les cours remontent sur la résistance et brisent la résistance. Et d'après l'analyse technique pure et dure, seule la cassure des 1,78 de la ligne de coup validerait cette ETE inversée et un potentiel haussier
conséquent. Donc si vous avez envie d'acheter sur support ici, pensant qu'on va faire une ETE pour ensuite renforcer à la cassure et la validation de l'ETE pour viser la hausse, c'est à vous de voir. Sachez juste que celui qui fait de l'analyse technique et qui entrevoit une ETE achète très potentiellement à la cassure de la ligne de coup et donc à la validation de la figure. Si vous achetez maintenant, vous achetez tout simplement parce qu'on est sur un support qui correspond au plus bas de juillet, mais ne dites pas que vous achetez en anticipation d'une formation potentielle d'une ETE, parce que là, vous êtes dans la suranticipation. Et concernant l'euro-GBP, euro-GBP, c'est pas pareil. C'est une tendance haussière. On est dans un range ou dans un canal à faible pente à court terme. Et on est dans une tendance haussière de fond. Donc si on accélère au-dessus de la zone des 0,86, les plus hauts de juillet, on pourra aller chercher les 0,87, voire le haut de canal vers 0,8750 dans le sens de la dynamique haussière de court terme et dans le sens de la dynamique haussière de moyen terme. Et pour cadrer la hausse de court terme, vous pouvez tracer une oblique qui passe par tous les plus bas. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, on est dans une tendance haussière, on peut aller plus haut. Si on casse cette oblique, ce serait une alerte pour la suite. Voilà. Je trouve intéressant ce que vous voyez là sur GBP AUD, ce support datant de juillet, cette potentielle ETE, etc. Voyons si ça réagit sur le support, voyons si un chandelier de retournement prend forme, voyons si par la suite les acheteurs prennent la main. Si tel est le cas, on suivra cette paire vers la résistance et on parlera d'une ETEI validée uniquement le jour où éventuellement la ligne de coup casserait. Gilles me dit donc mieux vaut attendre lundi pour voir les réactions de cette fin de semaine. DAX, devises, matières premières. Si vous n'êtes pas pressé, potentiellement oui. Gilles, si vous n'êtes plus en position parce que vous avez coupé vos positions après la Fed et que vous avez décidé de ne pas prendre position ce matin, c'est à vous de voir. Encore une fois, je ne suis pas là pour prendre position à votre place. Mais voilà, n'est-il pas légitime de douter de la qualité d'un point d'entrée actuel à la hausse sur les indices après 4 séances consécutives de hausse? Et concernant les matières premières comme l'or et l'argent, on a bien rebondi vers des résistances, mais pour valider les retournements, eh bien, le plus dur reste à faire. Voilà, on a fait le tour. J'espère avoir positivement répondu à vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, un bon trading. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Vous me retrouvez ce soir à 18h pour un webinaire sur le post-Brexit. Vous pouvez vous y inscrire dans la rubrique formation du site de CMC Markets. Je vous souhaite à tous donc une bonne séance et je vous retrouve ce soir ou demain matin à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous.